Écoute aujourd'hui, jeunesse de France. Parce que les droits et les devoirs, c'est la morale. Je suis prêt à assumer cette responsabilité. L'ampleur de ce score. Celui de la France et des Français. Vive la République, vive la France. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur les ondes Radio Déclic. Vous retrouvez Nous ne sommes pas des moutons, votre émission politique bimensuelle, présentée par Félix Bouchard. Aujourd'hui avec Maxime Logereau, représentant de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, qui va nous parler d'Europe. Il sera contredit plus tard dans l'émission par Clarisse Tréviso, du mouvement des jeunes socialistes. Nous allons donc parler d'Europe, comme lors de la première émission. C'est vrai que c'est un thème récurrent, surtout en ces périodes d'élections, louées ou décriées. Bref, vous pourrez vous faire votre avis. Ils ont tous les deux une opinion clairement tranchée. Nous allons commencer par une introduction brève. Maxime va se présenter et je tiens déjà à m'excuser auprès de vous, auditeurs, pour le son de cette interview qui a été réalisée dans des conditions particulières. Nous sommes en effet sur la terrasse du café Jean Lamour à Nancy. Il se peut donc que vous entendiez le bruit de la population qui se mouvoie sur la place Stanislas, ainsi que les bruits de verres de bière que nous buvons en ce moment même à notre table. Donc je laisse maintenant une minute à Maxime pour se présenter, nous parler de son engagement et de ses projets. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Maxime Logereau, j'ai 21 ans, je suis engagé depuis 4 ans maintenant à l'Union Populaire Républicaine, parti dont je suis le délégué départemental en Meurthe-et-Moselle et le très probable candidat sur la première circonscription de Nancy à l'occasion des élections législatives. Pour vous parler en deux mots du parti, c'est un parti qui a été créé en 2007 à l'occasion des 50 ans de l'anniversaire du traité de Rome, donc le 25 mars 2007, pour prendre position clairement contre l'Union européenne et donc ses effets sur la France. Nous proposons, pour terminer très rapidement, nous proposons un programme qui s'articule autour d'un triptyque qui est la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'OTAN. Merci beaucoup Maxime Logereau pour cette présentation. Vous l'avez dit, le programme de l'Union Populaire Républicaine, qui se dit l'Union du peuple pour établir la démocratie, se repose sur 3 points principaux: rétablir l'indépendance de la France, rendre sa liberté au peuple français et rendre à la France son rôle de porte-parole de la liberté des peuples et des nations à travers le monde. Alors une question simple, pourquoi sortir de l'Europe pour mettre en évidence, pour appliquer ce triptyque ? Alors, sortir de l'Union européenne, pourquoi ? Déjà, effectivement, comme vous l'avez dit, rétablir l'indépendance de la France. Alors, pourquoi est-ce que l'indépendance de la France est mise à mal ? Simplement parce que les articles des traités européens, alors ça va être un petit peu juridique, mais je vais essayer de pas trop m'attarder, mais des articles, par exemple l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est le seul que je vais vous citer. Cet article-là nous place sous la direction complète de Bruxelles au niveau des lois, enfin du moins de l'état d'esprit économique à adopter en France. C'est-à-dire que l'article 121 permet à Bruxelles de nous donner des grandes orientations politiques et économiques, orientations qui se veulent en réalité des ordres. Et donc ces grandes orientations politiques et économiques dessinent les contours de la politique française en la matière. Par exemple, sur les GOPÉ, c'est ainsi qu'elle s'appelle, les GOPÉ de 2014, la loi Macron était dans les GOPÉ de 2014. Donc les GOPÉ, pour expliciter pour l'auditeur, c'est les objectifs que l'Europe se donne ? C'est ça tient sur 4 ou 5 pages, c'est disponible durant le... Là, il me semble que celles de cette année sont sorties le 21 mai 2016, ça sort toujours vers les mois de mai et juin, et donc ça dicte sur les 2 ans à venir la politique économique française. Donc ça s'étale à chaque fois, ça sort d'année en année, mais ça s'étale sur 2 ans. La politique économique pour l'Union européenne, c'est ça ? C'est ce que non, les pays... c'est adressé spécialement à la France, de la part de Bruxelles. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette année, donc celle publiée au mois de 2016, s'étale donc sur 2016 et 2017, et semble totalement ignorer le fait que la France s'apprête à tenir des élections présidentielles. C'est-à-dire que Bruxelles considère que peu importe le candidat qui va sortir du chapeau au second tour des élections présidentielles, peu importe ce candidat, le programme à appliquer sera celui dicté donc, par Bruxelles. Programme qui est toujours en lien effectivement avec l'austérité. Donc voilà, quand on parle d'indépendance de la France, ce n'est pas possible de rester indépendant dans de telles conditions. Il y a d'autres articles qui dictent également notre politique à ce niveau-là, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ça, je pourrais vous répliquer, question de journaliste. Les députés européens sont élus par le peuple, les commissaires européens et tous les fonctionnaires qui travaillent à Bruxelles sont nommés par la République française. Il y en a d'autres qui sont nommés par d'autres pays. En quoi
ces personnes agiraient en défaveur du pays qui les met en place? En quoi ces personnes agiraient en défaveur des pays qui décident de la population qui décide de les lire? Alors, sur le cas particulier des députés européens, effectivement, il y a bien un scrutin qui se déroule à l'occasion des élections européennes. Un scrutin tout à fait démocratique, qui se passe dans de bonnes conditions et il conduit à l'élection des députés. Mais le poids des députés européens n'est pas aussi important qu'on semble vouloir le croire. Il faut savoir que la Commission européenne, en fait, le rôle de la Commission européenne est dicté selon l'article 17 du traité sur l'Union européenne. Et cet article nous dit que la Commission possède en fait les 3 pouvoirs. Vous savez qu'on a déterminé la loi de la séparation des pouvoirs pour conduire une démocratie. Eh bien, la Commission possède les 3 pouvoirs, c'est-à-dire qu'elle est à l'initiative des lois, selon l'article 17. Elle est gardienne des traités, donc elle a le pouvoir juridique, donc toujours selon ce même article. Et enfin, elle veille à l'application des lois et des directives qu'elle nous soumet. Donc, la Commission étant à l'initiative des lois, ce n'est pas le Parlement européen qui propose des sujets, qui propose des lois, qui fait des propositions, tout simplement. Tout vient, ou du moins en grande partie, de la Commission européenne. Donc, et comment les membres de la Commission européenne sont-ils choisis? Comment les membres de la Commission européenne sont-ils choisis? Eh bien, chaque État de l'Union européenne a un commissaire. Pour nous, c'est Pierre Moscovici, pour le moment. Et ensuite, ces commissaires s'entendent à travers ce qu'on pourrait appeler, nous, dans un gouvernement, c'est un gouvernement européen, en fait. Ils appellent ça commissaire. Et ces commissaires s'entendent après, ensemble, pour faire la politique. Alors, ce qui est dérangeant, c'est que Pierre Moscovici, effectivement, représente la France à cette table. On va se souvenir quand même des conditions pour que Pierre Moscovici soit choisi en tant que commissaire européen. On a eu beaucoup de mal à l'imposer, le gouvernement a fait un gros lobbying là-dessus. Et Pierre Moscovici, donc, est commissaire européen à l'économie, et c'est lui qui est censé nous représenter dans cette assemblée, et qui est censé défendre nos intérêts. Manifestement, vu les lois qui sont proposées et donc imposées à la France, on a bien l'impression que Pierre Moscovici ne remplit pas son rôle à ce niveau-là. Vous parlez beaucoup d'économie dans ce que vous venez de nous dire. En quoi l'Europe pêche économiquement? En quoi l'Europe pêche économiquement? Alors, premier point... C'est large, excusez-moi. Mais... C'est pas grave. Premier point, on va essayer de parler d'une certaine évidence, c'est l'euro. Alors, bien sûr, il y a des pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'euro, mais l'euro pêche économiquement, enfin du moins est mauvais pour la France. Pourquoi l'euro est-il mauvais pour la France? Parce qu'il est surévalué par rapport à un potentiel franc, par rapport à ce qu'il nous faudrait en France. C'est-à-dire qu'il y a une note de 2016 du FMI qui établit que l'euro est trop fort de 6% pour la France. À l'inverse, l'euro n'est pas assez fort pour l'Allemagne. Il y a 15% de moins pour l'Allemagne par rapport à ce qu'il faudrait à leur économie. Donc, chaque pays ayant des mœurs et une façon de consommer différente et aussi une industrie différente, la monnaie européenne va à l'encontre des intérêts de chacun de ces pays. Il faut savoir par exemple qu'en Allemagne, le débat sur la sortie de l'Union européenne et donc de l'euro se pose en coulisses. C'est un débat qui a lieu dans tous les pays européens, alors soit sur la scène nationale, soit en coulisses. Mais c'est un débat. Et ce sont des partis eurosceptiques qui lancent les débats généralement, c'est ça? Alors en Allemagne, c'est justement pour ça que c'est intéressant, c'est que ce n'est pas un parti eurosceptique qui a lancé le débat. Le débat est venu à l'initiative de la Bundesbank, donc qui est la banque centrale allemande. Il faut savoir que les banques centrales sont toujours en place dans chacun des pays concernés par l'euro. Et donc la banque centrale allemande s'inquiétait des méfaits de l'euro pour l'Allemagne et rédigeait des notes pour créer un débat éventuel sur une sortie de l'euro. Encore une fois, question technique avant de revenir à quelque chose de plus général. Vous dites que la monnaie française, le franc français serait beaucoup plus fort que l'euro l'est aujourd'hui. Mais on base ça par rapport à une estimation basée sur la force de la France comme puissance ayant l'euro ou comme puissance qui aurait déjà le franc? Alors, ce que j'ai dit déjà, c'est que l'euro est trop fort par rapport à ce qu'il faudrait en France. Il est trop fort de 6%, d'accord ? L'étude est basée sur un retour à la monnaie nationale. C'est-à-dire qu'on base l'étude en considérant qu'il n'y a plus d'euros et qu'il n'y a que de la monnaie nationale et donc on recalcule tout en monnaie nationale. Si vous voulez, c'est basé sur les intérêts nationaux des pays. Donc l'intérêt national étant déjà pleinement souverain pour pouvoir déterminer l'intérêt de ces pays-là. Sinon pas toutes les manettes, on ne peut pas déterminer cet intérêt. Donc l'étude est faite sur le franc. Sur le franc, sur le Deutschmark en Allemagne, sur la drachme en Grèce. Et il a donc été déterminé
que l'euro était trop fort. Alors maintenant, quel est l'intérêt pour la France? Peut-être de dévaluer sa monnaie. S'il est trop fort, il y a forcément un intérêt à ce qu'il soit plus faible. L'intérêt est en fait de relancer les exportations par une diminution des coûts à l'exportation, tout simplement. Et ça, c'est un biais monétaire que tous les pays souverains dans le monde, c'est-à-dire tous les pays qui sont en dehors de l'Union européenne finalement, possèdent et ont la possibilité de mettre en place. Voilà. Merci pour ces précisions un peu techniques. Je m'excuse auprès des auditeurs qui ne l'ont pas compris, mais après tout, quand on écoute Radio Déclic, on est aguerri sur ces sujets. Désormais, une question de politique internationale. En quoi l'Europe pêche sur la politique internationale et en quoi la France ne s'y retrouve pas? Alors, il y a un lien assez étroit entre l'Union européenne et l'OTAN. C'est pour ça que l'Union populaire républicaine propose la sortie de l'OTAN pour être assez cohérent dans ses analyses. On remarque que la plupart des pays qui sont membres de l'Union européenne sont également membres de l'OTAN. En fait, là où l'Union européenne pêche sur sa politique internationale, c'est déjà elle n'en a pas vraiment eu. Par exemple, la France a tendance à s'engager dans des conflits alors que l'Allemagne ne s'engage pas forcément, ou du moins pas au même niveau. Donc il n'y a pas forcément une politique étrangère européenne à ce niveau-là. Ça c'est bien heureux pour nous, ça nous permet ça nous laisse encore. Regardez l'indépendance. Oui, alors en partie, parce qu'effectivement, comme on appartient à l'OTAN, on a quand même une politique générale qui se dessine. Mais dans ce cas-là, on quitte l'OTAN, mais on quitte aussi l'ONU, on quitte toutes les unions dans lesquelles on est, on reste seul. Non, pourquoi quitter l'ONU? Parce que s'il y a une résolution adoptée à la majorité au Conseil de sécurité de l'ONU, la France doit s'impliquer. On peut mettre notre veto dans ce cas-là, si la résolution va à l'encontre de la Mais sans qu'il y ait le veto, ça ne change rien. Oui, ok. Excusez-moi pour cette erreur. C'est pas grave. J'en étais où? Oui, donc on remarque que les pays de l'Union européenne sont majoritairement membres de l'ONU, de l'OTAN, et donc ça correspond à une politique de Brzezinski. Donc Brzezinski a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier, c'était le conseiller à la politique étrangère de Jimmy Carter et Barack Obama. Et le Grand Échiquier dit que les États-Unis les États-Unis et leurs alliés doivent conduire une politique d'encerclement de la Russie. D'accord? C'est-à-dire que vous préconisez un rapprochement à la Russie? Alors, on ne préconise pas un rapprochement à la Russie, on préconise l'indépendance française. C'est-à-dire qu'on préconise la possibilité pour le président de la République de bien s'entendre avec le président russe, de bien s'entendre avec le président américain, mais également de bien s'entendre avec le président, admettons, du Sri Lanka ou libanais. Finalement, s'entendre avec tout le monde sans avoir d'ennemis pour pouvoir être libre de ses mouvements. Du moins, mener une politique étrangère qui corresponde à ses intérêts. Aujourd'hui, la France n'a absolument aucun intérêt à se mettre Vladimir Poutine à dos. Il n'en a absolument aucun intérêt. Par exemple, le cas de nos agriculteurs, je termine là-dessus, le cas de nos agriculteurs, lorsque la Russie a arrêté ses importations de produits alimentaires venant de l'Union européenne. Oui, généralement les pommes, tout ça, à cause de l'embargo. Oui. Nos agriculteurs se retrouvent en grande difficulté à ce niveau-là. Quel est l'intérêt de la France que de subir l'embargo? Aucun. Pourquoi est-ce que la France subit l'embargo? Parce que ça a été une décision menée au niveau européen et sous influence américaine. Et il faut absolument se sortir de ça. Socialement, maintenant, avant de passer sur le projet après Europe, qu'est-ce qui pêche socialement chez nous, en Europe? Qu'est-ce qui n'est pas bien fait? Socialement, je pense que tout le monde aura remarqué que la politique européenne tourne autour de l'austérité. C'est le grand dogme de l'austérité. Donc forcément, ça ne conduit à rien de bon socialement. On rogne les acquis sociaux, on rogne les services publics, on met à mal les conditions de travail. Par exemple, en Écosse, on a Amazon. Alors je m'écarte un petit peu de la France, mais en Écosse, on a un centre Amazon où les employés dorment en fait dans une tente à côté du centre Amazon car ils n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux, ils font beaucoup d'heures de travail. Voilà, on met à mal les conditions de travail un petit peu partout quand on ne supprime pas le travail, tout simplement. Il faudra en parler notamment aux ex-employés maintenant de Whirlpool et à tous ceux qui ont eu l'occasion de voir leur usine être délocalisée à l'étranger. Mais alors ça, c'est la faute de l'Union européenne ou de la mondialisation globalement? Alors, il y a deux façons de voir les choses. La première, on peut dire que c'est la faute de la mondialisation. Admettons que la mondialisation soit un phénomène accepté de tous et subi par tous. À ce moment-là, il va falloir m'expliquer pourquoi est-ce que dans la mondialisation, il y a des pays qui gagnent, il y a des pays qui perdent, et pourquoi est-ce que les pays qui gagnent imposent un contrôle en fait des flux monétaires, enfin du moins de la sortie de flux monétaires à leurs frontières. Alors, pour maintenant, donc c'est-à-dire une sorte de protectionnisme, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'en France, nous perdons
parce que l'article 63 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne, et là je vais être technique juste 2 secondes, l'article 63 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne permet aux entreprises françaises de sortir des fonds du territoire français pour les transférer, admettons, en Irlande ou en Chine ou maintenant en Afrique. Mais la lutte s'organise contre ces lois-là, c'est-à-dire que les députés européens s'activent, les États s'activent pour essayer d'annuler ces idées qui forment les fonds vautours, qui forment les délocalisations. On essaye, enfin l'Union européenne essaye de plus en plus de combattre. Oui, sur le papier. Alors, pourquoi je dis sur le papier ? Parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ça correspond à un article européen. Donc c'est un article qui est inscrit dans un traité, du moins dans un double traité, qui est le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est ce que nous avons refusé en 2005 à l'occasion de la Constitution européenne de Valéry Giscard d'Estaing et qui nous a été imposé ensuite par Nicolas Sarkozy en 2008 sous le nom de traité de Lisbonne. Et comme l'article est inscrit dans ce traité, il doit être supprimé du traité si nous voulons supprimer ses méfaits. Alors, pour modifier un traité, il faut savoir que l'Union européenne impose d'avoir l'unanimité des États membres pour modifier ne serait-ce qu'une virgule du traité. Alors, pourquoi est-ce que ça ne passera pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas supprimer cet article 63 ? Simplement parce que, j'ai cité le nom de ce pays tout à l'heure, l'Irlande est gagnante lorsque les entreprises déplacent leurs fonds et créent des usines là-bas. Parce que là, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. On a vu, par exemple, la Commission européenne, enfin un tribunal européen qui a infligé une amende record à Apple. C'est-à-dire qu'en dehors des traités, ils arrivent à punir les entreprises qui prennent avantage de ces dispositifs qui ont des lacunes. Oui, mais Apple, ça tenait plus de la fraude... fraude fiscale, mais parce que ces pays organisent aussi la fraude fiscale. Oui, mais après, là, ça dépend des lois effectivement en place dans l'Union européenne et des possibilités pour la Cour de justice européenne d'attaquer donc les pays qui font de la fraude fiscale. Là, le cas, et je vous demande juste de me laisser terminer, le cas des délocalisations est bien différent. La Cour de justice européenne, si elle regarde les traités, parce que c'est en fonction de ça qu'elle juge, si la Cour de justice européenne regarde les traités, elle verra qu'il n'y a aucune possibilité d'y mettre fin. On peut en parler à Arnaud Montebourg, par exemple, lorsqu'il arrivait devant les employés de Florange en disant « c'est bon, on va renationaliser, Florange va rester chez nous et ArcelorMittal ne pourra pas délocaliser ». Et ben Montebourg Montebourg s'est retrouvé en position d'échec. Il aurait pu très bien à ce moment-là saisir la Cour de justice européenne. Il ne l'a pas fait parce qu'il savait qu'il allait perdre d'avance. C'est inscrit dans les traités. C'est regrettable, mais c'est ainsi. Alors, cette Europe est critiquable, tous l'admettent, qu'on soit jeune socialiste, à l'UPR, chez les Républicains. La question qui se pose, c'est pourquoi la quitter alors qu'on pourrait finalement la transformer et en faire l'arme qui nous permettrait de devenir un État fantastique dans lequel tout se passe bien et une union de pays qui arrive à gérer un continent sans aucun souci. Oui, alors ça repose sur 2 choses, cette vision de l'Union européenne comme contrepoids aux plus grandes puissances mondiales. C'est ce qu'on nous vend quand même depuis maintenant des décennies. On se rappelle qu'à l'occasion de certaines élections européennes, je ne sais plus la date exactement, je demanderai aux auditeurs de me pardonner pour cette petite imprécision, mais on a eu des élections européennes où l'affiche était faire contrepoids donc aux États-Unis et à la Chine. Et l'affiche représentait un sumo pour représenter la Chine. On était sur de la caricature, à la limite du racisme à ce niveau-là. Donc je trouve que c'est un petit peu dérangeant de voir les pays européens se mettre ensemble et verser dans la caricature pour justifier leur union. Ça, c'est le premier point. Le second, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas une grande Union européenne capable de faire le bien pour les pays qui en sont membres? Si je résume votre question, finalement, c'est ça. Pourquoi ? Simplement, je vais reciter une nouvelle fois, l'article 48 dit qu'on doit avoir l'unanimité des pays membres pour modifier un traité. C'est malheureux, mais c'est ainsi, si on veut être de façon juridique, on est obligé de faire comme ça. Donc, le traité actuel est inchangeable, donc il faut en sortir. Peut-être, c'est pas la solution qu'on préconise à l'Union populaire républicaine, mais certains pourraient avoir cette solution-là de vouloir sortir pour refonder quelque chose après. Nicolas Dupont-Aignan, il y a par exemple ce discours de temps en temps, Marine Le Pen, ça lui est déjà arrivé d'en parler également. Mais enfin, nous, si on sort, on sort. Mais voilà, dans l'idée, tous les pays qui veulent modifier maintenant l'Union européenne et insuffler un nouveau souffle à l'Union européenne n'ont pas d'autre choix que d'en sortir. Et c'est-à-dire, on sort. Plus d'euros, plus de PAC, plus rien. Comment ça fonctionne ? Quelles sont les premières mesures que vous prenez ? Comment l'UPR met en place l'après-Frexit ? Alors, plus d'euros, retour au franc.
ça c'est assez simple. Complexe. On pourrait avoir une forte inflation, une dévaluation de la monnaie, des problèmes avec les échanges internationaux. Alors, dévaluation de la monnaie, ça serait bienvenu. Effectivement, comme tout à l'heure je disais que le FMI jugeait que l'euro était trop fort de 6% pour la France. D'autres analystes... L'euro, mais le franc, est-ce qu'il sera possible Mais il va y avoir une dévaluation automatique du franc. Mais c'est bienvenu si c'est le cas. Puisque si notre monnaie actuellement est déjà trop forte dans les échanges internationaux, si on perd 10%, 15% au niveau de la dévaluation, c'est bien, ça va nous remettre bien au niveau économique. Regardez par exemple le cas du Royaume-Uni. Alors, bien sûr, le Royaume-Uni n'a pas eu à changer de monnaie. Mais tout de même, lorsque le Royaume-Uni a voté le Brexit au mois de juin, tous les analystes financiers et économistes s'attendaient à ce qu'il y ait une catastrophe au Royaume-Uni. On nous promettait vraiment le déluge là-bas, la fin du Royaume-Uni. Enfin, au niveau économique, les analyses, c'était n'importe quoi. On s'est rendu compte que la livre anglaise a été dévaluée. Ça a été la catastrophe. Enfin, ça a été évalué d'un mouvement de panique sur les marchés, parce que les marchés paniquent toujours par rapport à l'incertitude. Là, ils avaient une incertitude. Donc, mouvement de panique sur les marchés, livre dévalué. L'économie britannique est repartie à la hausse. Oui, enfin, on est juste quelques mois après le Brexit. Après, on ne sait pas, ça, c'est quelque chose qui se voit sur la durée. Oui, mais c'est un souffle qui se met en place. Qui vous semble favorable, en tout cas. Oui, en fait, quand la livre est passée en dessous de l'euro, la livre est repartie à la hausse. Il faut savoir qu'en France, je termine juste en France... Très rapidement, parce qu'on n'a plus que 5 minutes. La balance économique est négative depuis que l'euro est supérieur au dollar. L'euro, en réalité, a fonctionné en France de 1999 à 2003. Tant que l'euro valait $1, la France s'y retrouvait. Une fois que l'euro est passé à un seuil supérieur au dollar, la balance économique est devenue négative. C'est-à-dire que depuis 2003, ça fait maintenant 14 ans, on nous vend un discours disant que l'euro sert les intérêts français, alors que ça n'est pas le cas et qu'on le vérifie tous les ans. Le fait d'avoir une monnaie plus faible ou plus forte n'est pas forcément non plus défavorable. Tout dépend de comment on se positionne sur la balance des échanges et du commerce. Bien sûr, je vous réponds juste en une seconde là-dessus. Bien sûr, c'est pas défavorable, ça dépend de comment on se positionne, mais pour pouvoir se positionner, il faut qu'on ait la possibilité et le droit de se positionner. Or, en France, on n'en a pas le droit pour le moment, puisque c'est la BCE qui gère le taux de change de l'euro. Il faut savoir que la BCE est soumise donc au traité européen aussi, qui dit qu'elle doit, sa mission première est de limiter l'inflation en Europe, pour empêcher l'inflation en Europe. Réponse en une minute, il y a énormément d'agriculteurs qui aujourd'hui ne dépendent quasiment plus que sur les subventions de la PAC, c'est-à-dire qu'ils ne survivent que grâce à l'argent que l'Union européenne leur donne pour survivre. Qu'est-ce que vous dites à ces agriculteurs qui, j'en suis sûr, seront très inquiets en voyant cette pension disparaître? Alors, en 3 points, je vais essayer de faire en une minute. Premier point, aujourd'hui, il y a un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours, donc merci pour l'aide de la PAC. Second point, on a ouvert une ligne téléphonique en rapport avec ces suicides d'agriculteurs. Le gouvernement a fait ça, c'est bienvenu, c'est une bonne action pour permettre aux agriculteurs de discuter de leurs problèmes. Cette ligne téléphonique est soumise à 10 appels par jour, de 10 agriculteurs différents en France, par jour. Troisième point, la France verse actuellement 23 milliards d'euros à l'Union européenne en fonds chaque année. On est soumis à une cotisation en quelque sorte et on récupère à peu près 14 millions d'euros. Donc on perd dans cette balance-là entre 9 et 10 milliards d'euros. On récupère 14 milliards d'euros. La France reçoit entre 9 et 10 milliards d'euros. Ça veut dire que si on sort de la PAC, si on ne dépend plus de la PAC, eh bien on aura 10 milliards d'euros à fournir aux différents postes économiques français. Et donc on pourra même augmenter l'argent qui va pour nos agriculteurs. Mais n'êtes-vous pas sûr que les 23 milliards d'euros qui sont investis chaque année, certes retombent en 14 milliards redistribués dans différentes aides que l'État reçoit, mais que cet argent ne retombe-t-il pas aussi dans des fondations européennes, c'est-à-dire des entreprises qui se situent tout autour du continent? Et ne craignez-vous pas finalement que cet argent soit un manque, tout simplement parce qu'il ne sera pas réinvesti par les récipiendaires? Vous voulez dire que dans le cadre d'une économie européenne qui tourne entre elles, si on sort, on va peut-être se bloquer et finalement perdre ces 14 milliards. C'est ça, tout à fait. Plus que ces 14 milliards, finalement, ce que l'on reçoit et que l'on n'a pas donné, tout simplement parce que des pays étrangers européens viennent investir en France. Je ne vois pas où sera le problème des investissements. Par exemple, il n'y a plus de traité dans ce cas-là. Je veux dire, il n'y a plus de facilitation de l'investissement en France. Les pays européens risquent de préférer d'autres pays européens. Il faut savoir que la France aujourd'hui est soumise à 652 traités internationaux. Une sortie de l'Union européenne et de l'OTAN supprimerait 2 traités. On serait toujours soumis à 650 autres traités internationaux, des traités qui ont été négociés avec souveraineté avec d'autres pays
européens et d'autres pays dans le monde avec lesquels on pourrait faire un marché. Je sais pas, on enlève déjà le CETA, le TAFTA qui sont en négociation. Le TAFTA n'a pas encore été signé, le CETA si. Oui, le CETA, oui. Il y a quand même beaucoup plus que 2 traités qui sont signés par l'Union européenne. On a Schengen qui est signé aussi. Schengen, c'est dans le cadre des traités européens. Donc oui, mais ils sont signés et la France en dépend tout de même. Oui, mais moi quand je dis qu'on quitte l'Union européenne, je dis on quitte le traité européen, si vous voulez. Après Schengen, nous, dans le cas particulier de l'UPR, dans notre programme, il est prévu qu'on fasse un référendum sur l'appartenance à Schengen après un débat de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sérieux et intelligent sur la question de l'immigration, avec des positions des 2 camps, et quelque chose qui ne soit pas passionné et hystérique comme on peut l'avoir à la télévision française actuellement. Je vais vous poser quelques questions à laquelle il faudra répondre par oui ou par non. Vous avez un joker pour lequel vous pourrez développer un peu plus votre question. Premièrement, alliance avec le Front National ou non, parti eurosceptique? Non. Alliance avec Nicolas Dupont-Aignan ou non, qui lui aussi est eurosceptique? Non. Et question qui peut paraître simple, mais qui finalement doit être déterminante pour nos auditeurs. Quitter l'Union européenne pour rejoindre une autre union? Je peux dire joker et oui, c'est la dernière de toute façon. Expliquer mon joker. Oui. Alors très rapidement, a priori non, mais je dis joker car le recouvrement de notre souveraineté nous permettra de négocier des traités de libre-échange avec les pays que nous souhaitons. Si nous voulons nous rapprocher, admettons, du Japon, nous n'aurons plus à subir l'exclusivité des négociations de la Commission européenne. Et donc nous pourrons très bien créer de nouveaux traités avec des pays internationaux, rejoindre une autre union et redonner notre souveraineté à une union monétaire et politique. Non, ça non, clairement. Par contre, se laisser la possibilité de se rapprocher étroitement d'autres pays, oui. Merci beaucoup Maxime Logerot pour ces 25 premières minutes d'interview. Tout de suite une page musicale et après on retrouve l'interview de votre opposant, militante au MJS, Clarisse Rivazo. Elle est gauloise au petit vin blanc, elle est contre-gouvernement, elle est pas fille des religions, elle est pas putain du pognon, elle est vent du nord ou d'ouest, elle est vent du sud ou de l'est, elle est sans abri à la rue, elle est toujours peine perdue, elle est gitane, elle est profane, elle est con, la gauloise plane, elle est toujours fumeuse de joint, elle dort dans les gares en chemin, elle est solidaire au combat, elle est Varsovie, Messina, elle est pas banquière pour un sou, elle est pas botte au garde à vous, elle est sans abri, sans frontières, elle est contre-totalitaire, elle est je t'emmerde avec ta thune, elle est vas-y resserre une brune, elle est ma gueule de Picasso, elle est tous mes potes au pinceau, Kusturica, Sarajevo, elle est pas loin la Gestapo, mon européenne c'est pas la Bruxelles, mon européenne c'est pas Genève, c'est pas la thune, tu marches ou crèves, tu sais moi mon européenne, elle a pas vraiment de frontières, son corps c'est la planète entière, n'en déplaise au peuple bourgeois, tu sais mon européenne à moi, elle est que bon ras sur l'épaule, elle est tatouage de la tôle, elle est accordéon sanglot, elle est accorde-moi un tango, elle est destin des origines, elle est racine gréco-latine, elle est contre l'union bancaire, elle est mais révolutionnaire, elle est pote Mimi Pinson, elle est Roumanie sans pognon, elle est guillotine pour les rois, elle est plutôt comme toi et moi, elle est pas médiatique je crois, elle est pas politique bourgeois, elle est paysanne au combat, elle est partisane quand elle boit, elle est ouvrière licenciée, non c'est pas la fille du progrès, elle est Panthéon métro, elle est plutôt Manu Crado, elle est nordique nord-africaine, elle est un peu baltique aussi, elle a des airs de statue grecque, elle a des airs des Italies, qu'on dirait Paris à Venise, qu'on dirait Namur aux Marquises, c'est Gauguin qui peint la terre comme un pinceau, vous dit mon frère, mon européenne c'est pas Bruxelles, mon européenne c'est pas Genève, c'est pas la thune, tu marches ou crèves, tu sais moi mon européenne. Elle est pas Merkel ou Hollande, c'est pas la vague, c'est propagande, les discours de haine au bistrot, elle est roumaine dans les métros, elle a port au fin du mois, n'en déplaise au peuple bourgeois, elle est pas Mercedes je crois, elle est plutôt grecque au combat, elle est suédoise dans un trois, elle est mon ardoise quand je bois, elle est gréco-latine germaine, elle est britannique quand elle traite,
Ferdinand, vieille histoire, elle est souvent sur les comptoirs. Elle est galloise, elle est gauloise, elle sait surtout me laisser l'ardoise. Elle est révoltée polonaise, elle a le sang nord-irlandaise. Elle est statue gréco-romaine, tu la verrais mon européenne. À la Vénus à moi quand je la traîne, c'est tout mon européenne. Qu'elle soit chinoise ou japonaise, elle peut même être américaine. De Saigon, de Tiananmen, tu sais moi mon européenne. Elle peut venir de toutes les terres pour qu'elle me chante des missionnaires. C'est sûr, elle a pas de frontières, elle a le corps de la terre entière. Nous ne sommes pas des moutons, merci de rester avec nous après cette page musicale. On retrouve tout de suite Clarisse Treviso du mouvement des jeunes socialistes. 1 minute pour te présenter, Clarisse. Bonjour à toutes et à tous, je suis donc étudiante en Master 2 stratégie et conseil en communication, militante au MJS depuis 1 an et attachée au Parti Socialiste depuis mon plus jeune âge par le biais d'un engagement politique familial que je ne contesterai pas et auquel j'attache une grande importance. Je tiens dans un premier lieu à féliciter le candidat socialiste pour sa victoire hier, M. Benoît Hamon, que je soutiens depuis le début de sa campagne, depuis quelques années aussi, et que je soutiendrai pour les présidentielles. Merci beaucoup Clarisse. Donc, une première question, pourquoi cet engagement finalement en faveur de l'Europe alors qu'elle est tant décriée et comme Maxime Logereau nous l'a expliqué, elle a tant d'imperfections? Alors je suis une vieille étudiante de 27 ans, donc j'ai connu le franc jusqu'à l'âge de mes 10 ans. J'ai connu l'étape de l'euro, une étape qui était pour certains partis politiques quelque chose de assez particulier, pour d'autres un progressisme que je rejoins et auquel j'attache une grande importance, pour certains une hécatombe économique que je n'ai pas ressentie en étant jeune et en grandissant et que mes parents n'ont pas ressenti, en tout cas malgré leur statut social qui est pour certains peut-être plus important que la majorité des Français, mais ceci reste que personnel. Donc j'ai un attachement en tout cas à l'Europe, on va dire pas très tranché. Je reste ouverte au débat, notamment sur la sortie du CETA et du TAFTA, où je rejoins certaines opinions de Maxime comme il les a exposées précédemment. Je reste quand même tout de même soumise à l'idée que l'Union européenne est une union qui permet un regroupement de pays et donne de l'espoir à ces pays-là. Et c'est une union de progrès ainsi que de solidarité. Je tiens quand même à souligner, Maxime n'a peut-être pas eu l'occasion d'en parler, mais effectivement je suis pour, en parlant du traité de Schengen, je suis pour la libre circulation de chacun et de tous, ce qui évite, en tout cas d'un point de vue économique, une mise en quarantaine qui pourrait desservir l'agriculture, la marchandisation animale, céréalière et alimentaire de manière générale. Donc la libre circulation des membres permet en termes économiques une augmentation et aujourd'hui on a conscience en Lorraine du nombre de travailleurs lorrains qui vont travailler en Allemagne ou au Luxembourg et malgré tout l'Europe a permis quand même la création d'emplois et l'inflation d'emplois lors de sa création et encore aujourd'hui. Donc quand on écoute ton discours, on a encore quelque chose qui revient en avant, comme avec Maxime, c'est l'aspect économique qu'apporte l'Union européenne. Donc finalement, je te poserais une question simple. S'il y avait une chose que tu veux absolument garder au niveau économiquement de l'Union européenne, et quelque chose au contraire qu'il faut contester, et pourquoi ?
Alors, je dirais la monnaie unique parce que j'y suis attachée d'un point de vue symbolique certainement. Alors, c'est assez utopique et idéologique peut-être pour certains. Il faut savoir que la monnaie unique évite les frais de change qui sont considérables lorsque l'on voyage. On a tendance un tout petit peu à l'oublier. Les entreprises ont beaucoup gagné avec l'euro, malgré ce qu'on peut en dire. La création du marché unique depuis 1986 a été une chose favorable aux entreprises. On évite la taxe des marchandises aux frontières, une chose qui peut être aussi considérable si aujourd'hui la France revient à une monnaie nationale comme le franc. Et c'est une manière d'avoir la marchandise, l'alimentation, d'un point de vue économique plus abordable pour les citoyens. Donc ce serait pour moi une fin à la dévaluation de la concurrence qui deviendrait déloyale si la France... c'est une histoire de rapport de force, si tu veux. On a une histoire de bloc, rapport de force, excuse-moi, pour le lapsus. Et du coup, la libre concurrence permet aux PME et ainsi qu'aux PMI de tenir le choc aujourd'hui. Pour moi, le retour au franc n'est pas favorable et permettrait à la France de s'agenouiller devant des nations comme les États-Unis, l'Allemagne et la Russie, dans lequel Maxime a éventuellement suggéré un rapprochement que je conteste car on y viendra après sur le point de vue international et quelque chose peut-être à dénoncer économiquement, tout du moins à améliorer. Comme Maxime l'a dit, Bruxelles a un poids assez conséquent dans les décisions européennes au niveau des parlementaires et même au niveau de la France. Il serait temps que la France impose aussi son droit de veto, certainement, en tout cas de manière plus régulière lors des décisions qui pourraient la desservir, puisque l'Europe n'a pas pris que des bonnes décisions. Il faut rendre à César ce qui est à César et il faut accepter l'échec pour éventuellement aller vers un renouveau meilleur et une amélioration de cette Union européenne. Internationalement, donc tu évoquais le rapport de force par rapport aux grandes puissances. C'est ça qui fait que tu es très attaché à l'Union européenne en tant que militante aussi? Alors je suis attachée à l'Union européenne en tant que militante. Alors c'est peut-être pas mon point le plus fort et celui auquel j'attache le plus de temps lorsque je fais des recherches, en tout cas géopolitiques, économiques, mais c'est vrai que ça reste un sujet assez important. J'estime que, comme l'a dit Maxime, un ralliement avec la Russie serait, en termes de géopolitique, un gros problème, étant donné que la France reste une démocratie malgré ce qu'on peut en dire. Et j'estime que négocier avec des dictateurs comme Poutine n'est pas une solution. Au contraire, c'est encore un moyen de s'agenouiller devant une puissance qui ne mérite pas notre intérêt. Socialement, tu as dit que tu étais étudiante, toi, dans ta vie d'étudiante, finalement, qu'est-ce que l'Europe t'apporte? L'Europe a apporté beaucoup en termes d'éducation, notamment Erasmus, qu'on doit quand même souligner. Ça permet aux étudiants de voyager au sein de l'Union européenne, de voyager dans des pays anglophones, dans des pays germaniques, donc d'apprendre de nouvelles langues, de pouvoir partir sans contrainte entre guillemets de visa, de choses comme ça. Aujourd'hui, on sait qu'en stage, quand on veut aller en stage en Europe, on n'a pas forcément de limite en termes de durée de stage, alors que si on veut aller à Bangkok comme certains, c'est 3 mois, le visa est compliqué à renouveler et économiquement, on sait que les stagiaires ont en général le même revenu qu'en France lorsqu'ils vont dans un revenu européen, ce qui n'est pas le cas pour les pays qui sont externes à l'Union européenne. Parler brièvement, avant que vous passiez au débat aussi, peut-être d'agriculture un petit peu. Maxime nous expliquait que la PAC finalement était une dépense d'argent beaucoup trop importante par rapport à ce que la France pourrait donner aux agriculteurs si elle s'impliquait directement sans passer par l'Europe. Qu'est-ce que toi tu pourrais répondre
au niveau de l'agriculture et par rapport à, Alors, par rapport à ça. je tiens à souligner que la PAC aujourd'hui, comme tu l'avais précisé, Félix, est une aide qui est devenue indispensable aux agriculteurs, chose qui n'est pas forcément un bienfait, hein, il faut quand même le souligner. La PAC doit continuer à exister, mais il faut peut-être que la France, en termes de nation, apporte plus d'aide à ses agriculteurs. Néanmoins, en tant qu'ancienne gérante d'une... comment dire, c'est compliqué, mais enfin, on va dire du commerce de chevaux, je n'aurais pas aimé que la France quitte l'Europe et de mettre 40 jours pour qu'un cheval à 25 000 € me coûte 10 000 € de voyage en termes de taxes pour aller en Allemagne. Je trouve ça aberrant aujourd'hui de quitter l'Europe par rapport à ça. Au niveau des marchandises, au niveau des céréales, la taxation va être énorme et ça tout le monde le sait. Et il faut régler ce problème-là. Déjà aujourd'hui où les transports sont quand même assez chers, le transport de tous les paysans n'ont pas, ou tous les agriculteurs, pardon, le paysan n'est pas un gros mot d'ailleurs, doivent payer des taxes en fonction du prix de leur lait, toutes ces choses-là. Donc arrêtez de taxer les agriculteurs, mais restez tout de même dans l'euro pour avoir toujours cette continuité d'aide, mais renforcer l'aide par la facilité d'un échange, si j'ai bien compris. Mais merci pour l'exposition de ces quelques points. Il va être temps pour nous de passer à la séquence débat qui va, pour les 10 premières minutes, se dérouler ici à la terrasse du Jean Lamour, place Stanislas. On vous passera ensuite une nouvelle chanson avant de terminer sur 5 minutes de débat. Donc est-ce que Maxime, il y a un point sur lequel tu as envie d'interpeller Clarisse, notamment par rapport à ce qu'elle a dit? Alors, peut-être deux si j'ai le droit. Un premièrement et après vous passerez au... Alors premièrement, quand on parle de la Russie et d'un rapprochement avec une éventuelle dictature, comme est qualifié le régime de Vladimir Poutine, je tiens à préciser deux choses. La première, c'est que l'Union populaire républicaine ne préconise pas un rapprochement étroit avec la Russie, mais simplement l'établissement de bonnes relations. On est quand même dans une ambiance de conflit actuellement avec la Russie assez importante. L'ambiance est assez morose à ce niveau-là, donc il serait bon pour la France et également pour les autres pays de l'Union européenne d'entretenir de bonnes relations avec la Russie et avec les États-Unis. Donc ça, c'est simplement pour maintenir la paix. La seconde chose que je voulais remarquer, est-ce que maintenant que Trump est passé au pouvoir aux États-Unis, on doit également s'éloigner de Trump parce qu'il ne correspond pas aux idéaux américains? Ce que je ferais remarquer dans ce cas-là, que ça veut dire qu'on coupe les ponts avec la Russie, on coupe les ponts avec les États-Unis, donc on redevient une France indépendante et donc finalement ça correspond en partie à ce que l'Union populaire républicaine préconise à ce niveau-là en termes d'indépendance. Troisième chose, lorsqu'on parle de dictateurs, moi je suis d'accord sur le principe, on peut très bien arrêter de côtoyer des dictateurs, mais à ce moment-là il faut m'expliquer pourquoi est-ce que François Hollande fait des déplacements présidentiels en Arabie Saoudite et au Qatar, pourquoi est-ce qu'il permet au Qatar de financer des mosquées françaises, etc. Clarisse. Alors, je vais revenir sur... je ne veux pas forcément revenir sur le sujet, mais effectivement, étant donné que la France est un pays démocratique qui prône des libertés, notamment, je vais peut-être un peu insister sur la condition de la femme, notamment. Hein, donc, la Russie a voté un beau texte, si je peux être ironique, la semaine dernière, qui ne considère plus la femme battue, mais bon, comme si la femme avait mérité d'être frappée par les hommes sous prétexte que... c'est ça, c'était une dépénalisation, c'est-à-dire que la Russie ne condamne plus à la prison, mais à payer une amende. Donc j'aurais du mal, moi, en tant qu'élue, si un jour je suis, en tout cas de vouloir me rapprocher de manière lointaine ou proche d'un régime aussi austère face à la condition de la femme qui me répugne. Donc je vais être assez tranchée là-dessus parce que je peux vite devenir violente sur le sujet. Quant à Trump, j'imagine que tous les Américains n'ont pas voté pour son élection. Il a malheureusement été élu parce qu'il faut revenir sur la campagne d'Hillary Clinton qui n'a pas pris en compte la voix des électeurs de Bernie Sanders, que je soutenais moi en tant que jeune socialiste. Donc j'imagine que c'est certainement une victoire stratégique et non une victoire idéologique que je tiens quand même à maintenir. Et puis je me rappelle plus du point que Maxime avait souligné en dernier, mais au sujet de l'Arabie Saoudite, il faut savoir qu'en France la laïcité est une loi qui a été votée en 1905 et permet éventuellement
aux pays étrangers qui ont envie de construire on va prendre l'exemple des mosquées, puisque c'est le fantasme ultime des gens en ce moment, la cause religieuse et de plus surcroît musulmane. Donc il faut savoir qu'Israël aussi donne de l'argent pour créer des synagogues, mais ça ne dérange personne, puisque bien entendu, comme la moitié des partis politiques de droite pensent que le lobby est uniquement juif, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Donc en ce qui concerne les musulmans, j'estime que si l'Arabie Saoudite a effectivement envie d'aider à la construction de mosquées, je n'en vois aucun problème. S'ils peuvent éventuellement investir dans des entreprises françaises, je n'en vois pas de problème, dans la limite bien entendu du raisonnable, en signant des contrats assez stricts en termes de conditions de travail des employés et tout ce qui s'ensuit. Je ne suis pas réfractaire à des négociations avec l'Arabie Saoudite, qui effectivement pour moi est un pays qui aujourd'hui a besoin d'évoluer en termes sociaux, comme Maxime l'a rappelé, je suis d'accord avec lui, où la condition de la femme est pas mieux préservée qu'en Russie, mais effectivement j'aimerais que, en tout cas, peut-être les pays du Qatar arrivent à s'entendre encore mieux avec la France, qui sont des pays musulmans, mais Maxime, non si tu veux répondre, n'hésitez pas à vous interpeller. Oui, moi j'aime bien laisser les gens terminer parce que régulièrement on met en place un argumentaire, c'est dommage de ne pas pouvoir aller au bout. Alors, moi j'interpellais surtout la situation en Arabie Saoudite et au Qatar, surtout sur le fait que ce sont deux pays qui sont également des dictatures, pas tant sur le financement de mosquées. Toutefois, je vais quand même préciser une chose, toute intervention d'un pays extérieur pour donner une doctrine en France, donc comme on peut l'avoir avec ces pays-là sur les mosquées, mais également, comme Clarisse l'a justement marqué, sur un financement éventuel d'Israël ou de n'importe quel autre pays à propos d'établissements religieux ou de salles de réunion politique, enfin, peu importe, ça peut se faire sur bien des biais, est regrettable et ne doit pas avoir lieu, ou du moins doit pouvoir être contrôlé. Donc je vais pas nier ça. Maintenant, moi, ce que je regrette, c'est que le gouvernement français se fixe une feuille de route qui est de ne pas côtoyer les dictatures. C'est ce qu'on dit à Vladimir Poutine, c'est ce qu'on dit aussi à Bachar al-Assad. Pour éviter d'avoir à négocier avec Bachar al-Assad, on argue que c'est un dictateur. Mais je me contente simplement de relever les incohérences sur le cas de l'Arabie Saoudite et du Qatar. D'autant plus qu'on sait maintenant, grâce à un livre qui est sorti, les auteurs me pardonneront car je ne me souviens plus de leur nom, mais bon, il a fait grand bruit, sur les financements qataris et saoudiens de nos élus français, notamment dans le cas de c'est Jean-Marie Le Guen, qui aurait touché des fonds de la part de ces pays et se serait vu proposer une montre. Voilà, je demande juste une chose au gouvernement français, c'est d'être cohérent, très simplement. Au niveau de l'éducation, ça peut être un point de débat entre vous. Je ne doute pas que vous, Maxime Logereau, en tant qu'homme politique, vous portiez une énorme considération sur ce sujet qui finalement est un des piliers de la nation. Qu'est-ce que vous pourriez vous dire l'un à l'autre par rapport à ce thème qui finalement, d'un côté, bénéficie énormément de l'Europe et a besoin de l'Europe, et qui, selon vous, n'en a pas besoin, étant donné que vous voulez quitter l'Europe, ou qui, tout du moins, devrait avoir un rapport différent envers cette institution. Je ne sais pas si Clarisse, tu veux commencer, vu que Maxime a terminé. Moi, j'ai souligné surtout le point Erasmus, parce que j'imagine que ce sont la majorité des étudiants qui nous écoutent actuellement. Donc, je pense que la France est un pays multiculturel et qui doit garder cette vision de multiculturalisme, d'acceptation de l'autre et de chacun selon la religion, la nationalité et les coutumes. Je tiens à dire qu'Erasmus n'est pas un échec dans l'Union européenne, bien au contraire. Il faut savoir que les étudiants ayant bénéficié du parcours Erasmus trouvent plus facilement de l'emploi aujourd'hui, car ils deviennent pour la plupart bilingues, alors ou allemand, ou anglais, ou espagnol, peu importe la langue. En attendant, c'est une aide pour moi à trouver de l'emploi et j'imagine que quitter l'Union européenne, peut-être pas dans un premier temps, mais en tout cas après une instauration sur le long terme, on va prendre entre 5 et 10 ans, puisque c'est à peu près économiquement ce qui compte. J'imagine que les étudiants deviendraient peut-être réfractaires à aller à l'étranger, et j'ai peur justement d'un communautarisme anti-multiculturel, donc qui irait vers justement finalement l'augmentation du nationalisme, l'augmentation du populisme nationaliste, parce qu'il existe, et c'est un peu ce qui me fait peur si aujourd'hui on quitte l'Union européenne en termes d'éducation.
Alors, pour répondre sur Erasmus, et ensuite je ferai une proposition de l'Union populaire républicaine sur la question de l'éducation nationale, qui, je pense, en plus plaira à Clarisse pour le coup. Pour Erasmus particulièrement, effectivement, les négociations devront être faites avec les pays européens en cas de sortie de l'Union européenne pour établir des partenariats pour permettre à des étudiants de continuer à aller dans ces pays dans de bonnes conditions. C'est-à-dire on quitte Erasmus, mais on construit quelque chose de parallèle à Erasmus à côté. En fait, l'activation de l'article 50, qui permet, donc l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui permet de quitter l'Union européenne, nous offre 2 ans maximum de négociations avec nos partenaires européens. D'accord ? Il ne faut pas oublier qu'on est la France, il ne faut pas oublier qu'on a un certain poids dans l'Union européenne, et que si nous sortons de l'Union européenne, on risque peut-être d'en causer la perte, et nous aurons des arguments pour négocier une sortie paisible. Parmi donc, la paisibilité de cette sortie, ce serait effectivement peut-être de maintenir Erasmus. Moi en tout cas, je ne suis pas opposé, j'étais encore étudiant il y a peu de temps. Je ne suis absolument pas opposé au fait de maintenir Erasmus. J'ai beaucoup d'amis qui y sont allés. Je rappelle juste que Erasmus, l'Union européenne permet aux étudiants de bénéficier d'une bourse. En plus, qu'il ne faut pas oublier, j'ai oublié de le préciser, excuse-moi d'avoir coupé. Mais c'est une réussite européenne, et ça il faut le concéder, Erasmus c'est une réussite européenne. Donc je ne suis pas défavorable au fait qu'on conserve, non pas Erasmus sous ce nom-là, mais qu'on conserve un dispositif similaire avec des partenaires européens. Second point, on remarque juste une chose, c'est qu'il y a 3 destinations à la mode actuellement, quand on parle du fait de se recentrer sur soi et d'arrêter de partir à l'étranger pour les étudiants. 3 destinations à la mode, l'Australie, le Québec et les États-Unis. Les 3 pays ne sont pas membres de l'Union européenne, pourtant ils reçoivent beaucoup d'étudiants et ils provoquent un certain désir de la part de la population estudiantine d'y aller. Dernière chose, et je termine là-dessus. Très rapidement, on va devoir passer une page musicale. L'Union populaire républicaine propose dans ses programmes d'éducation nationale une ouverture sur le monde, justement, avec une ouverture sur les cultures étrangères, c'est-à-dire diffusion de films chinois, indiens, africains par exemple, participation plus importante au festival du film francophone, voilà, et un petit peu diminution du nombre de films américains. Et finalement, ouvrir la culture française aux cultures étrangères. Merci pour cette première partie de débat. La seconde sera plus brève car on est un peu débordé sur le temps. C'est le problème des emplois du temps en radio. Tout de suite, on se remet un peu de musique sur Radio Déclic. Nous ne sommes pas des moutons. Bring out the marching band. Do me Zub's Chinese man. Once upon a time in this great land, European settlers were set up on a caveman quest. Dutch king summoning Ian van Beck. The rest was Queen Elizabeth, conquestors portrayed quite well by Kate Blanchett. Great actress, wait, I may digress. Before that was pyramids and villages with pygmy little men and other such denizens rest. Complex systems of living, some fishing, some building, and others out killing. Matriarchy where the kings were tribeswomen. Painted art still seen today in tribe symbols. It's a cycle, your beginning is your ending or your interim. Your appearance is a historic coincidence, but they link it to your incorrect conditioning. Everybody screaming racism as a consequence. Bring out the marching band, let them play an anthem for a continent. You in the box to plan, liberate the mind but forgot the land. Bring out the marching band, let them play an anthem for a continent. Why you done botched the plan, liberate the land but forgot the man. He bought a range, but his aim all caught a plane, but it ain't take off. JFK straight shot, Great Lakes paying for it. Hate makes the air foggy, SA takes notice, play it safe, same result. So David Blaine get the rainbow, so to y'all, you can rise away to the new realizer, tape us off, break a law, take a farm. You get out your acres, I'd sooner root for that than a handout. Break the arms, embargo, let it be my own Zimbabwe to call and power to swallow my bow and arrow and follow that with his chosen angle to photograph. My ass know a power to cover from all of that nasty. All about poverty, playing it off happy. Skin too thick, get a little tin of acne cream or Vaseline. You wait till them Somali kids give you a take from that Bruce Wayne alley scene. Bring out the marching band, let them play an anthem for a continent. You in the box to plan, liberate the mind but forgot the land. Bring out the marching band, let them play an anthem for a continent. You in the box to plan, hey, liberate the mind but forgot the land.
Les moutons, merci de rester avec nous. Après cette page musicale, on est en présence sur le plateau qui a été délocalisé place Stanislas, sur la terrasse d'un de ces cafés. Maxime Logéro de l'Union populaire républicaine et Clarisse Tréviso du mouvement des jeunes socialistes qui débattent en ce moment même, vous l'avez j'imagine déjà remarqué, de l'Union européenne. Alors nous sommes en période présidentielle, vous avez tous les deux un candidat que vous défendez. S'il y a une mesure par rapport à l'Europe que vous voulez expliciter, que vous voulez défendre, sur laquelle vous voulez parler rapidement, parce qu'on a des contraintes de temps, allez-y, on va commencer par Maxime. Alors ma mesure très rapidement qui me tient vraiment à cœur au niveau de notre programme et au niveau de l'état d'esprit de l'Union populaire républicaine concernera la France, mais aura une influence européenne et mondiale, c'est de recouvrer le rôle français de porte-parole mondial des libertés. C'est-à-dire que la France sera en charge de faire respecter le droit international à travers son droit de veto à l'ONU, sera en charge d'interpeller des pays étrangers sur, comme disait tout à l'heure Clarisse, un système dictatorial ou un non-respect du droit des femmes. Les droits de l'homme, c'est ça ? Comme c'était évoqué sur les droits de l'homme. Et ça, malheureusement, la France a arrêté de le faire. Ça me tient à cœur qu'on continue à le faire. Donc on pourra, par exemple, interpeller un partenaire européen comme l'Estonie sur le fait qu'il y ait des marches à la glorification de la Waffen-SS qui soient organisées chaque année là-bas, alors que c'est un partenaire européen. Voilà. Donc ça sera à la France de pouvoir le faire. Je laisse la parole. Clarisse, pour Benoît Hamon. Moi, je soutiens donc Benoît Hamon pour les présidentielles. Je rejoins Maxime donc sur la sortie de deux traités, donc le CETA et le TEFTA, que Benoît Hamon soutient également. Mais en ce qui concerne le reste de l'Europe, donc parler d'austérité me paraît un peu raide et un peu dur. Donc je pense aller vers une nouvelle Europe comme une nouvelle politique aujourd'hui que l'on voit notamment avec le numérique et la robotisation qui commence à poser des problèmes en ce qui concerne la valeur travail, mais le programme de Benoît Hamon l'explique assez bien et j'aimerais qu'il y ait une reconstruction de l'Europe au terme de ces sujets-là, aller vers un renforcement, que la France se renforce en termes de puissance mondiale et montre aux autres pays européens qu'elle est toujours là, qu'elle est toujours présente et qu'elle ne quitte pas le navire, parce que pour moi quitter le navire est une manière lâche de mettre à mal la France si aujourd'hui elle quitte l'Union européenne. Oui, finalement c'est une Union européenne plus moderne, avec une position de la France prépondérante. C'est juste sur l'idée de l'Union européenne plus moderne que vous contredisez. Eh ben, merci beaucoup pour ce débat qui a été, à mon avis, de bonne qualité et de haute tenue. Vous avez su, tout en restant très gentleman et gentlewoman, débattre et exposer vos avis qui sont différents. Je vous laisse maintenant 30 secondes chacun pour faire votre propre conclusion, dire ce que vous avez pensé de ce débat, chacun votre tour. Et je laisse la parole à Maxime en premier, car il est le premier invité. Merci. Alors écoutez, moi je suis assez heureux de constater que Clarisse et moi finalement partageons quand même pas mal de choses, notamment au niveau des libertés, enfin au niveau des valeurs que doivent défendre la France, c'est-à-dire valeurs de liberté, de respect des droits de l'homme et de liberté, respect des droits de l'homme principalement, d'humanisme. Donc je suis content qu'on se retrouve là-dessus, c'est dommage qu'on ne se retrouve pas sur les moyens de défendre ces libertés, simplement. Je partage l'idée de Maxime. Alors je pense qu'il y a une entente peut se faire dans le sens où aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, la France ne doit pas quitter l'Union européenne, puisque ce serait pour moi une manière lâche de laisser à certaines puissances qui font partie de l'européenne de se débrouiller et pourquoi pas éventuellement même en dehors de l'Europe décider du sort de la France malgré le fait qu'on ne soit plus dans l'Union européenne. Donc je tiens à préciser que le débat a été riche et de qualité et j'espère pouvoir en parler plus longuement prochainement. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Vous êtes toujours sur Radio Déclic. Les émissions, ça continue. Après, nous ne sommes pas des moutons. Nous, on se retrouve dans 2 mois pour un prochain débat.